Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sorare NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler du Utah Jazz. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sorare NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sorare NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA mais aussi Sorare NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Encore une saison à la dernière place de la conférence Ouest pour le Utah Jazz. 21e attaque, 30e défense, net rating 27e. On est vraiment dans les bas-fonds de la ligue sur la saison dernière. C'est une année assez bizarre pour le Utah Jazz avec une césure qui a eu du mal à se faire sur des transferts. On pense à Jordan Clarkson, à Colin Sexton, à John Collins qui ont tardé à être transférés et qui a empêché de facto le développement et le potentiel des jeunes draftés. Il y a réellement du potentiel, on pense à Isaiah Collier, à Keyonte George, à Kai Filipowski, donc tous ces noms-là ont été un peu limités dans leur développement avec ces contrats vétérans qui n'ont pu être transférés en cours de saison. Si on regarde d'un point de vue un peu plus précis au niveau des stats de l'équipe, on peut voir en fait que c'est pas trop mauvais. Il y a quand même un équilibre entre du vert, du rouge et du orange. Donc en tant que top équipe de ligue, en tant que middle et en étant des bas-fonds du classement, on voit un turnover, steals, c'est une catastrophe. Les blocs aussi, c'est pas terrible. On peut voir quand même au niveau du rebond que on est quand même très bien placé pour une équipe si bas de plafond. Hein. Euh, mais il y a des joueurs qui sont à ce niveau incroyable et qui n'ont peut-être pas eu totalement la chance qu'ils auraient mérité. Assist 20e, et bon, après, voilà, au niveau des tirs, on est du milieu bas sur le pourcentage de shoot, pourcentage à 3 points, comme d'hab. Le petit jeu vert avec le rouge à côté, où en fait les tirs à 3 points sont tentés en fin de possession parce que pas de solution. Il y a des problèmes d'organisation de l'équipe. Donc, voilà, c'est pas si pire pour une 15e place à la conférence Ouest. Euh, Il y a des choses quand même qui sont peut-être intéressantes à voir. Si on regarde d'un point de vue joueur sur la saison Soar NBA passée, il y a des choses très intéressantes et la surprise qu'on peut voir, c'est que le meilleur joueur de la saison, c'est Walker Kessler. Walker Kessler qui finit 70e joueur Soar NBA en n'ayant que 30 minutes de jeu. Alors ça s'explique par un gros mal de crâne qu'ont eu tous les managers la saison dernière à voir comment on pouvait aligner ce Walker Kessler-là, qui était des fois titulaire, des fois en sortie de banc limité à 20 minutes. Merci Will Hardy qui faisait des choses très bizarres en termes de rotation, en privilégiant un John Collins qui devait être mis en avant pour être transféré. Mais malgré tout ça, en fait, il a confirmé son potentiel énorme en étant un pivot ultra défensif et qui arrive quand même finalement à se débrouiller de l'autre côté du terrain. C'était vraiment la valeur sûre de la saison dernière, malgré ce temps de jeu énormément fluctuant qui pouvait planter le game week avec un choix tactique qui était difficilement compréhensible. La promesse de la saison dernière, c'est Isaiah Collier, le rookie, à la main, un fantastique joueur avec vraiment un sens du jeu, du playmaking, de la passe. Il aurait pu avoir beaucoup plus de passes décisives s'il était mieux entouré la saison dernière. Il finit quand même à une 211e place en termes de joueurs so rares parce qu'il a eu une progression ascendante sur toute la saison en termes de temps de jeu. Et finalement, il finit titulaire en remplaçant Keyonte George, qui n'est pas réellement un meneur, mais plutôt un second arrière. Et ça va faire la fraction du futur du Utah Jazz entre Isaiah Collier et Keyonte George. Donc il y a beaucoup d'attentes sur sa saison sophomore, s'il a vraiment les clés du camion, et ce qui semble l'être, on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a de grosses attentes sur sa saison de sophomore. Et enfin la déception,
Alors c'est une sacrée surprise, hein, parce que c'était un des meilleurs joueurs de la saison 23-24, ultra dominant, qui avait fini All-Star et tout, c'est Lauri Markkanen, qui finit que 80e joueur soir NBA. Il a vraiment eu une forte baisse sur ses statistiques en termes de shoot, de pourcentage, de rebond. Il n'a pas été au rendez-vous, malheureusement. Donc on va espérer que, au vu de son euro, il y ait un sacré rebond sur la nouvelle saison. D'un point de vue équipe, on peut voir que de facto, comme on est dans les bas-fonds du classement de l'Ouest, en termes de points marqués, Utah c'était la 27e équipe, et en termes de points encaissés, alors là c'était la porte ouverte au vent, la pire équipe qui a encaissé le maximum de points Sorar, et là après si on regarde dans le détail du scoring adverse, là c'est quasiment un carton plein en étant sur la dernière place de la ligue, en ayant plus de points encaissés sur les lignes arrière et sur les lignes forward déliées. Il n'y a que une légère minoration au niveau du pivot, poste 5, mais ça s'explique par l'abattage qu'a pu avoir Walker Kessler sur la saison. Avec tous ces résumés-là, maintenant on va aborder le roster. Alors le roster, on commence par le marché de l'été qui a été dense avec la braderie des vieux qui a été enfin faite. Les départs de John Collins, de Colin Sexton et de Jordan Clarkson. Enfin, ça va faire de la place pour les rookies. Et après, derrière, les petits départs aussi. Johnny Judson, qu'on a vu vraiment faire de belles petites performances en sortant du banc, qui, malheureusement, part cet été. Et à Jaden Springer, qui a à peine posé ses valises, qui est déjà reparti de l'Utah. En termes d'arrivée, alors là, c'est un véritable EHPAD avec un Youssouf Nurkic, un Kyle Anderson, un Kevin Love, un George Young. On a cherché des papis pour pouvoir encadrer cet effectif du Utah Jazz. Concernant les rookies, on commence par El Famoso Ace Bailey, 5e choix de la draft, qui s'est fait surtout connaître cet été pour ses discussions un peu houleuses avec le front management du Utah Jazz. Sa signature quand même tardive de son contrat de rookie après de multiples discussions par médias interposés. C'est un small forward donc qui est comparé à Michael Porter Jr. Il a un gros potentiel offensif. C'est le meilleur attaquant de cette cuvée de rookie. Il a une envergure quand même qui est vraiment impressionnant et donc en fait ça lui permet d'avoir une variété dans son jeu offensif qui est déjà impressionnant pour son âge. Là, par contre, automatiquement, il y a d'autres limites qui arrivent assez rapidement, notamment en fait en termes de création. Hein, c'est un coffre à ballon, hein, c'est un pur scoreur, et donc c'est pas quelqu'un qui va améliorer le jeu de son équipe et tout. Et en plus de ça, niveau défense, c'est pas encore ça. Alors il a les outils parce qu'il a quand même une capacité physique, une envergure qui peut lui permettre de défendre sur différents postes, mais il a besoin vraiment de travailler cet aspect du jeu qu'il n'a pas là aujourd'hui. Donc c'est un des gros potentiels de cette QV. Il est descendu à la 5e place parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'hésitations sur comment il va se comporter avec son caractère, on va dire, bien trempé. Utah a pris le risque, et ça peut être vraiment un joueur qui peut vraiment être un game changer et vraiment basculer le projet Utah dans une autre dimension, car en fait c'est un des rares profils offensifs, un pur talent offensif qui peut apporter de la folie et ce qui peut manquer dans une franchise NBA. Le deuxième choix qui a été effectué par Utah lors de cette QV, c'est Walter Clayton Jr. C'est le 18e choix de la draft. Lui, c'est un point guard, donc un meneur. Il est comparé à Peyton Pritchard. Donc c'est lui aussi un excellent scoreur qui a vraiment sort d'une saison avec Florida incroyable. Il a battu même le record du plus grand nombre de points sur une saison. C'est vraiment un pur talent offensif. Il est capable de prendre des tirs clutch. Il a une polyvalence au niveau de son attaque. C'est vraiment un pur bijou là aussi offensif. En revanche, il a un physique en fait qui est un peu limité pour la NBA sur son poste, c'est-à-dire il n'est pas assez en termes de taille et tout, il est un peu undersized, donc ça va lui poser des problèmes, notamment en défense. Il ne pourra pas switcher, il a un souci en termes d'explosivité pour essayer d'être un minimum correct sur la défense, donc ça va être un aspect vraiment à surveiller, parce que sinon ça va être un plot
que les attaques des adversaires en NBA vont tout de suite fixer. Le troisième rookie, c'est John Tonge. Bon, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, c'est un guard. C'est le 53e choix, donc deuxième tour de draft de la part de Utah. Il est comparé, d'après les scouts, sur un profil équivalent à Chris Duarte. C'est un pur scoreur. Il a montré de très bonnes capacités dans sa petite fac de Wisconsin avec un tir à 3 points. Il était à quasiment 39% sur la saison. Une fiabilité aussi en lancer franc à quasiment 91%. C'est quand même un vieux rookie, donc quand on dit un vieux rookie, c'est-à-dire qu'il a passé ses 4 années de fac et qu'il arrive en fait en ayant déjà beaucoup de choses au niveau de son plafond qui sont peut-être déjà atteints. Donc par rapport à tout ça, il y a quand même d'autres problématiques qui sont apparues. C'est pour ça qu'il est drafté si bas, hein, malgré qu'il ait un très bon profil en termes de shooting pour son poste. C'est que d'un point de vue physique, athlétique, il est quand même pas, c'est pas son point fort. Il ne fait pas non plus du playmaking, il n'arrive pas à faire jouer les autres. C'est vraiment un pur shooter qui peut faire de la différence sur sa qualité de shoot et notamment donc son haut pourcentage comme on a pu le voir sur sa saison. Donc c'est un rookie qui est donc âgé, 24 ans, et qui donc de base pour les scouting c'est déjà trop vieux pour eux et il y a de fortes chances qu'il ait déjà atteint son plafond sur différents éléments. Au niveau de la depth chart, de ce que nous propose le site SI.com, on peut voir que la traction arrière, pour eux, Isaiah Collier et Keon Tiger sera reconduite avec potentiellement un S. Bailey en poste 3 titulaire et la raquette, bien évidemment, Lauri Markkanen ou Hector Kessler. Si on regarde un peu sur la deuxième et troisième unit, la deuxième unit, il y a quand même beaucoup de jeunes, Bryson Sabo, Cody Williams, Taylor Hendricks, Kyle Filipowski. C'est vraiment que des joueurs qui ont moins de 3 ans NBA avec de beaux potentiels. Et si on regarde après la troisième minute, alors là, ça commence à faire pâlir un peu. On a beaucoup de vieux joueurs, c'est un peu l'EHPAD, Youssouf Nurkic, Georges Niang, Kyle Anderson. On a un petit Zvi qui essaie de sortir de sa boîte de temps en temps. Et Elijah Harkless qui est le rookie. Donc on peut voir quand même que la rotation, s'il y a un blessé, elle va vite arriver à être très courte. Au niveau du poste de meneur, c'est vraiment très léger. À part Isaiah Collier, c'est que du jeune, donc ça risque d'être un spot sur la saison. On parlera plus tard. Et il y a vraiment beaucoup d'interrogations sur comment va se passer cette gestion de la rotation. Mais si on regarde un peu le 5 de départ que nous on propose, le 5 majeur, on est quasiment sur la même chose. C'est juste pour poste 3. Est-ce que S. Bailey peut être titulaire d'entrée? Alors on sait que le garçon est assez véhément sur ses attentes et ce qu'il veut. On l'a vu avec la problématique de signature de son contrat rookie. On pense quand même qu'un Bryson Sabo serait quand même plus à même déjà de débuter. Il a montré de très belles choses. Malheureusement, il s'est quand même blessé assez souvent ces derniers temps. Donc, il a des choses à reprouver, le monsieur, mais il a vraiment un beau talent basket, lui aussi. Et ça fait vraiment un petit 5 jeune, très sexy. Vraiment, il y a des choses à voir dans Utah qui peuvent être très, très intéressantes. Donc ça peut annoncer de belles petites choses. Alors peut-être pas, ça n'ira sûrement pas chercher les étoiles, mais ça peut annoncer de belles choses. Avec tous ces éléments, on va maintenant parler des choix. Les choix. Alors il y en a un choix qui paraît mais ultra évident, et on l'a même mis 2 fois, que ce soit pour le win now ou le choix, c'est bien évidemment Lauri Markkanen. Lauri Markkanen qui est un titulaire indiscutable, un joueur omnipotent sur plein de catégories scoring. Et ce qu'on cherche sur Sora, c'est quelqu'un qui fait du scoring très différencié. Il a des grosses variances, donc ça peut lui donner des LDC hyper intéressants sur les saisons, sur n'importe quelle confrontation. On a vu qu'il pouvait faire des choses, mais il faut qu'il soit sur une base de saison 2023-2024 et pas comme la saison dernière. Donc on attend à ce qu'il redevienne omnipotent et sur ses standards de statistiques. On a pu voir quand même qu'à l'Euro, ça lui a fait un grand bien. Il a été dans ce rôle de meneur qu'on attend de lui dans l'effectif du Utah Jazz. Donc on espère que cette saison sera à nouveau sur ses standards de 2023-2024. Concernant le pari, c'est un petit chouchou, lui, c'est Isaiah Collier, donc meneur
ultra flashy, playmaking, vraiment un très beau joueur à avoir et à voir jouer. C'est quelqu'un qui peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de passes. Il suffit juste que ses coéquipiers arrivent à les mettre dedans, hein, parce qu'il fait vraiment les bons décalages et les bonnes passes sur les joueurs qui sont libres. C'est vraiment le seul vrai meneur disponible dans l'effectif du Utah, donc il va avoir de grosses responsabilités et un gros temps de jeu. Maintenant, la question est de savoir, avec cette pression, est-ce qu'il va répondre aux attentes? C'est le plus gros questionnement qu'on a sur lui. Et enfin, la dernière catégorie, le risqué, et là c'est un crève-cœur de le mettre ici, c'est Walker Kessler. Walker Kessler, on a vu, hein, meilleur joueur de la saison dernière du Utah Jazz avec seulement 30 minutes de jeu. Est-ce que Will Hardy va enfin le faire jouer? C'est une moyenne de 35 minutes, c'est tout ce qu'on attend, parce que c'est un joueur qui est tellement dominant en défense. Il est un des meilleurs rebondeurs de la ligue, le meilleur contreur de la ligue. Il est finalement pas si frustre que ça en attaque. C'est vraiment une pierre angulaire et on voit le nombre d'équipes qui sont intéressées par son profil, car il est un des meilleurs pivots défensifs de la ligue. Donc c'est vraiment un gros questionnement de se dire, est-ce qu'il va vraiment être utilisé comme il se doit? Comment va se jouer la rotation entre lui et Philippe Oski qui pousse derrière et qui a l'air aussi d'avoir un très beau potentiel? Et après, est-ce que ce ne serait pas non plus la plus grosse valeur marchande? Est-ce qu'il ne va pas quitter Utah dans le cours de saison? On sait que Danny Hedge attend beaucoup de choses en échange pour lâcher Walker Kessler, mais s'il joue en ayant un vrai temps de jeu, une bonne moyenne de 35 minutes, là ça va être un très très bon choix, parce que il n'y a pas beaucoup meilleur que lui d'un point de vue rebond et d'un point de vue contre. Si on regarde d'une façon plus globale, le Utah Jazz en sera NBA, mais c'est quand même un 5 qui a de la gueule, qui peut faire du scoring avec du Isaiah Collier. On a vu Keyonte George qui peut aussi péter de trois grosses perfs. Lauri Markkanen, bien évidemment. Donc c'est pour ça, Markkanen, est-ce que c'est une rédemption post-euro où en fait il va revenir sur des vraies bases d'un leader qu'on attend, et c'est ce qu'il a fait à l'euro avec la Finlande? Pourquoi il ne le ferait pas avec le Utah? Est-ce que, et là c'est un petit pari, est-ce qu'on n'aura pas un Isaiah Collier qui peut être meilleur passeur de la saison? Il a du talent plein les doigts. Si ses coéquipiers arrivent à mettre dedans, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être une équipe un peu surprise, hein, quand même, le Utah Jazz, parce qu'il y a vraiment de belles choses à attendre de cet effectif-là. Et après, bah, si on regarde au niveau adversité, si on affronte le Utah Jazz, bien évidemment, ça reste encore un bon spot, parce que d'un point de vue défensif, c'est pas la panacée, hein, à part Walker Kessler à côté, c'est quand même assez douteux, on va dire. La ligne arrière, avec la rotation sur la ligne arrière, c'est quand même faiblard. Donc ce sera un poste à viser, un spot à garder en mémoire la saison prochaine. Et puis voilà, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la rotation, il y a quand même des sérieux doutes sur comment et quelle va être la profondeur. Ça va vite être très limité et donc les adversaires vont se régaler. Voilà, cette preview sur le Utah Jazz est maintenant finie. N'hésitez pas à partager, liker, mettre un commentaire pour envoyer de la force pour ce bon gros marathon qu'est les previews Soar NBA saison 2025-2026. Allez, tchuss!